La mission Artemis II est sur le point de réaliser quelque chose d'inédit pour l'humanité. Pendant plus de 53 ans, aucun être humain n'avait quitté l'orbite terrestre basse. C'était la plus longue pause dans l'exploration spatiale depuis que nous avons appris à voyager dans l'espace. Cette attente a pris fin il y a quelques jours, lorsqu'une fusée transportant 4 astronautes a percé le ciel de Floride, direction la Lune. Bienvenue sur l'Étincelle Science, où nous allons explorer comment la mission Artemis II redéfinit l'exploration spatiale. Préparez-vous à découvrir comment cette mission historique réécrit les règles de l'aventure humaine au-delà de notre planète. Artemis II n'est pas une simple répétition d'Apollo, ni même une suite. L'équipage actuellement en vol, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, accomplit à bord de leur vaisseau des tâches que les astronautes d'Apollo n'auraient jamais pu imaginer. Certaines de leurs expériences auraient même semblé relever de la science-fiction aux ingénieurs de 1972. Alors, qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle? Presque tout. Commençons par le vaisseau spatial lui-même. Le module de commande Apollo offrait à son équipage de 3 personnes environ 6 mètres cubes d'espace habitable. C'est à peu près le volume intérieur d'un grand placard. Imaginez 3 hommes adultes enfermés dans un placard pendant près de 14 jours. Orion, lui, offre à son équipage de 4 personnes environ 9,3 mètres cubes, soit près de 60% d'espace en plus. C'est l'équivalent de l'espace de 2 mini-fourgonnettes garées côte à côte, sièges retirés. C'est toujours exigu et claustrophobique selon les standards habituels. Mais la différence entre un placard et 2 mini-fourgonnettes est significative lorsque vous vous trouvez à environ 400 000 km du plus proche hôpital et que vous n'avez pas pu vous dégourdir les jambes depuis une semaine. Cet espace supplémentaire n'est pas qu'une question de confort. Il modifie ce que l'équipage peut physiquement accomplir. Orion dispose d'un compartiment d'hygiène dédié, avec de véritables portes qui se ferment. Il y a des toilettes, un système universel de gestion des déchets presque identique à celui de la Station spatiale internationale. Ce système collecte l'urine et les excréments séparément, les traite et offre surtout quelque chose que les astronautes d'Apollo n'ont jamais eu, l'intimité. Les équipages d'Apollo utilisaient des sacs en plastique adhésif qu'ils fixaient à leur corps, en public, puis scellés et stockés à l'intérieur de la cabine pour le reste de la mission. Presque tous les astronautes d'Apollo qui ont parlé franchement de cette expérience la décrivent comme l'une des pires parties du vol spatial. L'équipage d'Artemis II ne connaîtra jamais cette indignité particulière, et honnêtement, cela seul pourrait justifier les 53 années d'attente. Vient ensuite la question de l'exercice. Les astronautes d'Apollo ne s'entraînaient pas dans l'espace. Il n'y avait ni place, ni équipement. Et pour des missions de moins de 2 semaines, la NASA avait jugé acceptable la perte musculaire et osseuse. L'équipage d'Artemis II, en revanche, s'exerce tous les jours, sauf les jours de lancement et d'atterrissage, pendant 30 minutes sur un appareil appelé Flywheel, volant d'inertie. Il pèse environ 13,6 kg et tient dans un espace à peu près de la taille d'une valise cabine. Il fonctionne comme un yo-yo, un mécanisme à câble qui offre une résistance proportionnelle à la force appliquée, pouvant aller jusqu'à 181,4 kg. On peut y faire de la rame, des squats ou des soulevés de terre. À titre de comparaison, l'équipement d'exercice de la Station spatiale internationale pèse plus de 1800 kg et occupe environ 24 mètres cubes. Le flywheel accomplit une quantité surprenante du même travail avec une fraction de la masse. Apollo n'avait rien. Les équipages rentraient affaiblis. Certains pouvaient à peine tenir debout. L'équipage d'Artemis II reviendra sur Terre après avoir fait des soulevés de terre en apesanteur, en route vers la Lune. Une phrase qui aurait semblé complètement absurde à quiconque vivait pendant le programme Apollo. La fusée qui les a propulsés est également d'une autre trempe. Apollo a été lancé par la Saturn V, la fusée la plus puissante jamais volée à l'époque, générant environ 33,4 millions de newtons de poussée au décollage. Le Space Launch System, SLS, qui a emporté Artemis II le 1er avril, produit environ 39,1 millions de newtons, soit 17% de plus.
Les deux fusées sont à usage unique, ce qui semble presque anachronique à une époque où SpaceX fait atterrir ses propulseurs sur des barges. Mais le SLS n'a pas été conçu pour être économique. Il a été construit pour projeter Orion et son équipage vers la Lune en un seul lancement. Pas d'assemblage orbital, pas de ravitaillement, pas d'amarrage nécessaire pour quitter les environs de la Terre. Saturne V faisait la même chose. La différence réside dans ce qui se trouve au sommet. Apollo était entièrement alimenté par des piles à combustible et des batteries. L'hydrogène et l'oxygène se combinaient pour produire de l'électricité et, comme sous-produit utile, de l'eau potable. C'était élégant mais limité. Chaque watt utilisé par l'équipage provenait d'un réservoir qui se vidait. Orion déploie 4 ailes de panneaux solaires après avoir atteint l'espace, chacune recouverte de cellules photovoltaïques qui convertissent la lumière du Soleil en électricité. La source d'énergie est, à toutes fins utiles, illimitée tant que le Soleil brille. Cela modifie la psychologie de la mission de manière subtile. Les équipages d'Apollo géraient constamment leurs consommables, toujours conscients du compte à rebours de leur oxygène, de leur énergie, de leur eau. L'équipage d'Orion gère toujours les consommables. L'oxygène et l'eau ne proviennent pas des panneaux solaires, mais la marge électrique est fondamentalement différente. Les systèmes du vaisseau peuvent fonctionner plus longtemps, plus intensément et avec plus de redondance, car la source d'énergie se régénère. De plus, le module de service, la section du vaisseau qui assure la propulsion, le contrôle thermique et le support vital, n'a même pas été construit aux États-Unis. Il a été fabriqué par Airbus Defence and Space en Europe et fourni par l'Agence spatiale européenne. Apollo était un projet américain de bout en bout. Artemis, elle, est internationale par conception. Un astronaute canadien participe à ce vol grâce à un traité de 2020. Du matériel européen maintient l'équipage en vie. La prochaine phase du programme implique la station spatiale Lunar Gateway, une station en orbite autour de la Lune avec des modules fournis par plusieurs pays et agences spatiales. L'ère où une seule nation allait seule sur la Lune s'est achevée avec la fin d'Apollo. Ce qui l'a remplacé est plus complexe, plus lent et plus compliqué, mais cela signifie aussi que les coûts, les connaissances et les risques sont partagés. Regardons maintenant ce qui se cache derrière les panneaux. Les ordinateurs de vol d'Orion sont environ 20 000 fois plus rapides que ceux d'Apollo. 20 000 fois. L'ordinateur de guidage d'Apollo disposait d'environ 72 kilooctets de mémoire et pouvait exécuter environ 40 000 instructions par seconde. Un smartphone moderne le ridiculise. Orion, quant à lui, utilise 4 ordinateurs indépendants en parallèle, chacun environ 25 fois plus rapide que les ordinateurs de la station spatiale et 400 fois plus rapide que ceux des navettes spatiales. Le cockpit est entièrement numérique, avec des écrans en verre, des interfaces logicielles et des ajustements de trajectoire en temps réel. Le cockpit d'Apollo était analogique, des interrupteurs, des cadrans, des jauges physiques. Les astronautes devaient lire manuellement les instruments et calculer les corrections, le soutien au sol se chargeant de la majeure partie des calculs complexes. Orion peut, en théorie, voler de manière autonome. Il l'a démontré lors d'Artemis 1 en 2022, lorsque le vaisseau sans équipage a accompli une mission lunaire complète et est revenu sur Terre de manière autonome. Cela a plus d'importance qu'il n'y paraît. Les astronautes d'Apollo étaient, dans tous les sens du terme, des passagers d'un véhicule qui nécessitait un contrôle au sol constant pour fonctionner. Le centre de contrôle de mission à Houston prenait la plupart des décisions critiques. Orion modifie cet équilibre. L'équipage d'Artemis II a effectué des démonstrations de pilotage manuel dans l'espace lointain, pilotant physiquement le vaisseau et testant sa réactivité, les différents modes de direction et évaluant comment le véhicule se comporte lorsqu'un humain le dirige activement. Les astronautes d'Apollo volaient manuellement pendant des phases spécifiques, notamment l'amarrage et l'atterrissage,
mais ils n'ont jamais piloté le module de commande en espace ouvert comme Koch et Hansen viennent de le faire. C'est un vaisseau spatial conçu pour un avenir où les astronautes pourraient avoir besoin d'opérer de manière indépendante, loin de la Terre, dans des situations où un délai de communication de quelques secondes vers la Lune ou jusqu'à 20 minutes vers Mars rendrait le contrôle au sol inutile en cas d'urgence. En parlant de communication, Apollo communiquait avec Houston en utilisant des ondes radio, la même technologie de base qu'une station de radio AM, simplement dirigée vers la Lune. Cela fonctionnait, mais l'audio était grésillant, la bande passante étroite, et la transmission d'une seule photographie pouvait prendre plusieurs minutes. Orion dispose de cette même capacité radio en tant que système de secours, mais son système principal pour des données à large bande passante est quelque chose d'entièrement nouveau, la communication laser. Le système de communication optique Orion Artemis II utilise la lumière infrarouge pour transmettre des données vers la Terre à des débits impensables à l'époque d'Apollo. Dès le 4e jour de la mission, le système avait déjà téléchargé plus de 100 gigaoctets, incluant des photographies haute résolution prises par l'équipage à travers les fenêtres d'Orion. Le total des données renvoyées par Apollo sur une mission entière se mesurait en mégaoctets. L'équipage d'Artemis II diffuse des images haute résolution depuis l'espace lointain, presque en temps réel. Lorsque Christina Koch a regardé la Terre à travers la fenêtre d'Orion et que cette image est apparue sur les écrans du monde entier en quelques heures, c'était le fruit de la communication laser, réalisant ce que la radio n'aurait jamais pu faire. Les vues offertes sont également différentes. Chaque mission Apollo qui a atteint la Lune a volé à environ 110 km de sa surface, assez près pour distinguer des cratères individuels et observer la ligne du Terminateur, la frontière entre le jour et la nuit, se déplacer sur le terrain. Artemis II ne s'approchera pas autant. Lors de son approche la plus proche lors du survol, Orion se trouvera à environ 6540 km de la surface lunaire. C'est une expérience visuelle fondamentalement différente. Au lieu de survoler la surface et de ne voir qu'une étroite bande de terrain à un moment donné, l'équipage d'Artemis II verra le disque entier de la Lune en une seule fois. La totalité, d'un pôle à l'autre, remplissant leurs fenêtres. Aucun astronaute d'Apollo n'a jamais eu cette vue lors de l'approche la plus proche. Et en raison de la géométrie de cette trajectoire particulière et du moment du lancement, l'équipage verra quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu de ses propres yeux, le bassin oriental. Il se situe dans la zone de transition entre la face visible et la face cachée de la Lune, un cratère d'impact massif d'environ 965 km de diamètre. Des sondes robotiques l'ont photographié, des instruments orbitaux l'ont cartographié, mais aucune personne ne l'a jamais regardé directement. Les missions Apollo étaient planifiées de manière à ce que la face visible soit éclairée pendant leur survol, ce qui signifiait que la région orientale était toujours dans l'ombre ou juste hors de vue. La trajectoire d'Artemis II change cela. La NASA a confirmé que l'équipage l'a déjà photographié à travers les fenêtres d'Orion. Pour la première fois, un être humain a observé une caractéristique de la Lune et a vu quelque chose que seules les machines avaient vu auparavant. Une éclipse solaire est également à venir, mais pas le genre que l'on voit depuis la Terre, où la Lune bloque le Soleil. Celle-ci se produit lorsque la Terre bloque le Soleil, vue depuis la position du vaisseau derrière la Lune. Elle durera environ 53 minutes, 1 heure après le lever de Terre. Aucun équipage d'Apollo n'a connu une telle chose. La géométrie ne s'est jamais alignée. La trajectoire d'Artemis II n'a pas été conçue pour produire cette éclipse, mais la physique du survol l'a rendue inévitable, et l'équipage et les équipes scientifiques au sol la considèrent comme une opportunité d'observation bonus. Imaginez regarder votre planète d'origine, un fin croissant bleu, glisser lentement devant le Soleil, tandis que vous flottez derrière la Lune dans le silence le plus profond qu'aucun humain n'ait jamais connu. Reid Wiseman a décrit les vues jusqu'à présent comme quelque chose qu'aucune quantité d'entraînement n'aurait pu le préparer à voir. Il a dit
On pouvait voir le globe entier d'un pôle à l'autre, l'Afrique, l'Europe, et si vous regardiez attentivement, les aurores boréales. C'était à mi-chemin du transit. Les vues du survol seront tout à fait autre chose. La mission battra également le record de la plus grande distance parcourue par un humain par rapport à la Terre. Ce record appartient actuellement à l'équipage d'Apollo 13, non par choix. Leur trajectoire de retour libre, après l'explosion du réservoir d'oxygène, les avait emmenés à environ 400 170 km de leur foyer. Artemis II devrait atteindre environ 406 770 km. La différence est d'environ 6 600 km. Cela peut sembler peu comparé à plus de 400 000 km, mais le symbolisme est significatif. Apollo 13 a établi ce record parce que quelque chose avait tourné de manière catastrophique et l'équipage avait dû survivre à une fronde autour de la Lune avec un vaisseau endommagé. Artemis II le battra parce que la mission a été conçue ainsi dès le départ. La trajectoire de retour libre, qui utilise la gravité de la Lune pour ramener le vaisseau sans avoir besoin d'une combustion majeure des moteurs, était le plan d'urgence d'Apollo 13. C'est le plan de vol principal d'Artemis II. Ce qui était autrefois un dernier recours est désormais l'architecture. Et à la fin de tout cela, l'équipage d'Artemis II affrontera quelque chose qu'aucun humain n'a jamais survécu à cette vitesse, la rentrée atmosphérique. Lorsqu'Orion frappera l'atmosphère terrestre sur le chemin du retour, il voyagera à environ 40 200 km/h. C'est plus rapide qu'aucun vaisseau spatial habité n'a jamais voyagé lors d'une rentrée. Plus vite qu'Apollo, plus vite que la navette, plus vite que tout. Le bouclier thermique supportera des températures approchant les 2760 degrés Celsius, alors qu'un plasma surchauffé enveloppera le véhicule et bloquera toute communication. L'équipage sera complètement seul pendant ces minutes, incapable de parler à Houston, incapable de faire quoi que ce soit si ce n'est faire confiance à l'ingénierie. Ce bouclier thermique, d'ailleurs, porte sa propre histoire dans cette mission. Après le retour d'Artemis 1 en 2022, les ingénieurs ont constaté une érosion inattendue du matériau ablatif. Des parties du bouclier thermique ont carbonisé et se sont détachées d'une manière que les modèles n'avaient pas prédite. La structure sous-jacente a tenu, les températures internes sont restées dans les limites, mais les dommages ont soulevé des questions suffisamment sérieuses pour que la NASA réunisse une équipe d'examen indépendante et passe des années à analyser si le bouclier était sûr pour un vol habité. Certains ingénieurs ont objecté, d'autres voulaient un bouclier repensé avant d'y placer des humains. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a examiné les données, a rencontré les ingénieurs et les experts externes et a donné son feu vert. Le bouclier qui vole sur Artemis II est essentiellement le même design, étant entendu que des modifications sont prévues pour Artemis III. L'équipage le sait, ils ont accepté le risque. Chaque astronaute qui a volé a accepté une version de ce compromis. La reconnaissance que l'ingénierie n'est pas parfaite, que les marges sont réelles mais non infinies, et que l'exploration exige la volonté d'y aller quand même. L'équipage lui-même représente quelque chose qu'Apollo n'a jamais fait. Victor Glover est la première personne de couleur à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch est la première femme. Jeremy Hansen est le premier citoyen non américain. Hansen est canadien, sélectionné grâce à un traité de 2020 entre les États-Unis et le Canada qui a officialisé la participation canadienne au programme Artemis. Apollo était exclusivement américain, exclusivement blanc et exclusivement masculin. Non pas que la NASA ait explicitement exclu qui que ce soit, mais parce que le processus de sélection des pilotes d'essais militaires dans les années 1960 était lui-même exclusif. Artemis II ne corrige pas cette histoire, rien ne le peut. Mais cela signifie que les premiers humains à voir la Lune de près, depuis plus de 50 ans, ressemblent davantage à l'espèce qu'ils représentent. Il y a aussi une expérience plus discrète qui se déroule à l'intérieur de la cabine, qu'Apollo n'a jamais tentée. L'équipage est surveillé pour les effets biologiques des radiations de l'espace lointain.
d'une manière qui va bien au-delà de ce que toute mission Apollo a suivi. Dosimètre de rayonnement, analyse des cycles de sommeil, données cardiovasculaires, tout est enregistré pour comprendre ce que 10 jours en dehors du champ magnétique protecteur de la Terre font au corps humain. En orbite terrestre basse, ce champ magnétique dévie la plupart des particules chargées dangereuses provenant de l'espace lointain, les piégeant dans des bandes concentrées appelées ceintures de Van Allen. La Station spatiale internationale orbite en toute sécurité sous ces ceintures. Chaque mission habitée depuis Apollo 17 est restée en dessous. L'équipage d'Artemis 2 a traversé les 2 ceintures à l'aller et les traversera à nouveau au retour, exposés aux radiations que ces bandes concentrent. Les astronautes d'Apollo ont fait de même, mais le suivi médical était rudimentaire en comparaison. Certains équipages d'Apollo ont rapporté avoir vu des éclairs de lumière les yeux fermés, des rayons cosmiques frappant leur rétine. Nous en savons plus sur ce qui cause ces éclairs maintenant. Nous savons que les risques sont réels et cumulatifs. Les données de cette mission façonneront chaque sélection d'équipage et chaque limite de durée de mission pour l'espace lointain pendant les décennies à venir. Actuellement, 4 personnes se trouvent dans l'espace lointain. C'est le plus grand nombre d'humains simultanément dans l'espace lointain de l'histoire de notre espèce. Apollo n'a jamais envoyé plus de 3 personnes au-delà de l'orbite terrestre basse sur une seule mission. Artemis 2 en compte 4. Ils mangent des repas réhydratés provenant d'un chauffe-plat de la taille d'une mallette. Ils dorment dans des sacs attachés aux parois d'une cabine à peine plus grande qu'un dressing. Ils s'exercent sur un yo-yo de 13,6 kg. Ils ont déjà vu des parties de la Lune que personne de vivant n'avait jamais vues. Et d'ici demain, ils auront voyagé plus loin de la Terre que tout être humain avant eux. Et ils font tout cela à bord d'un vaisseau qui est, si nous sommes honnêtes, toujours une capsule. Plus grande qu'Apollo, plus intelligente qu'Apollo, mieux équipée, mieux connectée, meilleure dans presque tous les aspects mesurables, mais toujours une capsule. Toujours une coque métallique avec un bouclier thermique en dessous et un système de parachute au-dessus, conçu pour maintenir 4 personnes en vie dans l'environnement le plus hostile que les êtres humains aient jamais pénétré. Le problème d'ingénierie fondamentale n'a pas changé depuis 1968. Il faut de l'air, de l'eau, de la nourriture, une gestion de la chaleur, un blindage contre les radiations, un moyen de ralentir et un moyen de survivre à l'atterrissage. 53 ans de progrès technologiques ont rendu chacun de ces systèmes plus légers, plus rapides, plus fiables et plus performants. Mais ils n'ont rendu aucun d'entre eux facile. L'équipage d'Artemis 2 amérira dans l'océan Pacifique vers le 11 avril. Des navires de récupération les attendront. Des airbags se gonfleront autour de la capsule pour la redresser si elle atterrit sur le côté ou à l'envers, une autre caractéristique qu'Apollo n'avait pas. Des plongeurs approcheront le vaisseau flottant, ouvriront les coutilles et aideront 4 personnes à sortir au soleil. Ces 4 personnes auront accompli la première mission habitée au-delà de l'orbite terrestre depuis plus d'un demi-siècle. Ils auront testé tous les systèmes dont dépendront les futurs équipages pour atterrir réellement sur la Lune. Ils auront vu des choses qui changeront leur compréhension de leur propre planète, de leur propre petitesse, de leur propre chance d'être en vie sur le seul rocher du système solaire où l'on peut respirer à l'extérieur. Lorsque les astronautes d'Apollo sont rentrés chez eux, ils sont revenus en conquérant. La Lune était la cible et ils l'avaient atteinte. Lorsque l'équipage d'Artemis 2 reviendra, il reviendra en éclaireur. La Lune n'est plus la destination, c'est la première étape. Tout ce que cet équipage teste, le support vital, la navigation, le bouclier thermique, les communications, l'équipement d'exercice, les toilettes, tout cela est validé non seulement pour les missions lunaires, mais pour le voyage qui suivra, Mars. Orion a déjà été évalué pour un profil de mission de 1000 jours lorsqu'il est associé à des modules d'habitation supplémentaires. Les données que l'équipage d'Artemis 2 collecte actuellement, y compris la façon dont leur corps réagit aux radiations de l'espace lointain, comment ils dorment, comment leur système cardiovasculaire s'adapte, façonneront directement le vaisseau spatial et les plans de mission qui enverront les premiers humains sur une autre planète.
Apollo a prouvé que nous pouvions partir. Artemis cherche comment rester parti. En ce moment même, alors que vous m'écoutez, 4 êtres humains sont plus proches de la Lune que quiconque ne l'a été depuis décembre 1972. Ils regardent par des fenêtres plus grandes et plus claires que tout ce qu'Apollo offrait. Ils transmettent des images à la maison à des vitesses qui font ressembler la radio d'Apollo à des signaux de fumée. Il pilote un vaisseau spatial qui peut penser par lui-même, construit à partir de pièces imprimées en 3D et alimenté par le Soleil, porteur des leçons de 53 ans d'essais et d'erreurs, des leçons payées par l'échec, la patience, l'argent et le temps. Ils ne répètent pas ce qu'Apollo a fait. Ils reprennent un fil qui a été abandonné en 1972, le tirent vers l'avant et tissent quelque chose de nouveau. Et demain, ils voleront derrière la Lune. Pendant 40 minutes, aucun signal ne les atteindra. Aucune voix de la Terre, aucun lien de données, aucune connexion à quoi que ce soit d'humain, à l'exception des 3 autres personnes flottant à leur côté dans une capsule à environ 400 000 km de chez eux. Les astronautes d'Apollo connaissaient aussi ce silence. C'est la seule expérience qui n'a pas changé. La Lune bloque toujours le signal. Le vide est toujours le vide. Et pendant ces 40 minutes, l'équipage d'Artemis II comprendra quelque chose qu'aucune technologie ne peut médier. Le fait ancien et irréductible d'être seul dans l'obscurité, plus loin de chez soi que toute route, tout fil ou tout faisceau lumineux ne peut suivre. Ce silence est le même. Tout le reste est nouveau.